va pouvoir donc entamer cette première conférence de l'après-midi. Donc si vous êtes venu, c'est que vous vous intéressez au big data et aux data scientists. Donc c'est des domaines que j'ai tendance moi à découvrir, hein. Je suis un journaliste, j'allais dire généraliste, donc pas du tout spécialisé sur vos questions. Et puis évidemment, puisqu'on est sur Made in Job, on va voir l'articulation de ces questions-là avec le monde de l'emploi. Donc j'ai à côté de moi Fabienne Marty qui représente la ville de Marseille, Nathalie Serna pour Kedge Business School, notre ami Eric Gavotti pour le groupe Digdash, à côté de lui, donc Laurent Gerlet pour Nodia Group, et puis Franck Avenel qui est le fondateur de Data Observer. Voilà. Alors, on va attaquer par 5 minutes, j'allais dire, de présentation de chacun de ces intervenants. Et puis ensuite, puisque c'est quand même une conférence qui a la vocation d'être un débat, eh bien, on vous proposera de poser des questions donc, à ces intervenants. Et puis peut-être éventuellement, puisqu'on est sur un forum de l'emploi, d'avoir vos préoccupations en matière de possibilités dans ce domaine donc, du big data et des data scientists. Alors, l'avantage d'avoir avec nous la ville de Marseille, c'est qu'on va rentrer directement dans le concret parce que vous avez un projet big data que vous allez nous exposer, nous dire comment vous allez aujourd'hui le concevoir, le traiter, faire les appels d'offres et puis évidemment envisager de vous adresser à des spécialistes de ces questions pour travailler avec vous ce big data sur la sécurité publique et sur la tranquillité, hein, c'est ça, voilà, puisque le terme est tranquillité publique avant tout. Bonjour, Fabienne Marty de la ville de Marseille. Donc, nous allons travailler sur un projet de big data. En fait, la ville de Marseille s'est engagée depuis quelques années sur les sujets de la Smart City, de la ville connectée. Et le projet de big data qu'on est en train de monter est un projet de big data sur la tranquillité publique. C'est une première brique, on va dire, de la Smart City et de plusieurs projets de big data qui pourront venir un peu plus tard. Donc le projet de big data de la tranquillité publique, c'est tout d'abord une infrastructure qu'on est en train de monter, une infrastructure qu'on va héberger à la ville de Marseille. Et puis autour de ça, on va y mettre l'intelligence de la tranquillité publique. Nous allons récolter et travailler des données qui concernent tout ce qui est autour de la tranquillité des citoyens sur le territoire, c'est-à-dire à la fois la sécurité, la police municipale, des données qui proviennent des caméras vidéo, puisqu'on en a à peu près 1000 maintenant, et puis des données qui appartiennent à nos partenaires institutionnels, comme la préfecture, des données de police, des données qui appartiennent aussi à nos partenaires sur le territoire, la RTM, les hôpitaux. Et puis, donc ça va constituer un socle de data sur lesquels on va pouvoir commencer à travailler. Et puis, on a bien sûr besoin de données qui sont sur Internet, les données de météo, des données des réseaux sociaux, les événements festifs qui se passent sur la ville. Donc, avec tout ça, on a imaginé de permettre de faire des algorithmes de prédiction pour être plus réactifs, pour que les décisions soient prises de manière plus rationnelle et par exemple positionner un effectif de police municipale au bon endroit, au bon moment. Et puis prévenir dans le cadre de grands événements des situations qu'on pourrait vouloir éviter. Voilà. Alors pour faire ceci, nous allons lancer un appel d'offres au mois de janvier, enfin en début d'année là. Et donc nous aurons besoin effectivement de prestataires dont la spécialité sera le data scientist. Nous avons aussi fait déjà un POC sur un sujet qui ressemblait. Nous sommes rendus compte aussi que les sociologues étaient des profils que nous n'avons pas, mais qui étaient très importants dans ce type de projet. Et puis, bien sûr, il y a tout ce qui tourne autour de la sécurité des données, de la CNIL, puisque alors, ce sont des données autour de la sécurité, c'est extrêmement sensible. Et voilà, donc nous allons faire appel à des prestataires qui pourront nous aider non seulement dans le domaine de la sécurité, mais aussi dans le domaine du data scientisme. Et nous attendons des prestataires qui vont répondre de l'innovation, de l'aide de nous aider dans les algorithmes prédictifs, de l'aide à la décision. Et donc nous attendons effectivement des gens du territoire de nous aider. Nous attendons aussi éventuellement de l'apport, si vous voulez, d'étudiants. Donc nous avons pris contact avec l'AMU. Nous essayons de faire entrer avec nous sur ces sujets des étudiants, non seulement des étudiants, des mathématiciens, des statisticiens. On aimerait bien qu'il y ait aussi des étudiants dans le domaine de la criminalité. On a
on est allé voir à la MU aussi. Donc tout le monde tous ces gens ont été contactés, tout le monde est un peu est d'accord pour participer. Voilà, c'est un projet innovant, c'est un projet qui est, on va dire, dans l'air du temps quand même. La tranquillité publique sur le territoire, c'est un sujet qui touche beaucoup de gens. Donc on espère que ça va être réussi. Voilà. Merci. Alors on travaille avec un seul micro, donc il faut qu'on se le passe et qu'on se le repasse, mais c'est pas grave. Donc je pense qu'on aura beaucoup de questions sur votre. Enfin moi j'en ai déjà quelques-unes, donc je vous les poserai éventuellement sur ce projet-là. Alors on va passer la parole à Nathalie Serna, qui elle donc représente Kedge. Vous, la problématique est un petit peu différente. Vous avez beaucoup de données à Kedge et vous vous dites on va mettre en place un service spécifique pour gérer ces méga données, donc ce big data. Bonjour à tous. Donc je représente Kedge Business School. Et je crois qu'on est innovant parce qu'on essaie de mettre en place, à Kedge un service de gestion de données. Donc je suis en charge de mettre en place ce service de data management. Et je suis là à titre, pour échanger avec différentes personnes et surtout pour échanger aussi sur la problématique des données. Parce que là, on est à un stade où les données sont déjà propres. Nous, on est au stade où on veut des données propres, donc on met en place des process pour qualifier la donnée, la rendre propre, etc. Donc je ne fais pas du tout partie du service DSI. Je suis dans un service qui s'appelle Organisation et Qualité. Donc on a choisi de mettre ce service en dehors de la DSI, ce qui est un peu différent chez toutes les autres entreprises. Bonjour à tous, donc, je m'appelle Eric Gavotti, je suis un des fondateurs de la société Digdash basée à Meyreuil. Digdash, ça veut dire Digital Dashboard. En fait, nous sommes des anciens de Business Object, qui est maintenant SAP, et nous avons développé un logiciel qui permet de faire des tableaux de bord, et des tableaux de bord à partir des sources de données qui peuvent venir notamment du big data. Je dis toujours que la notion de big data est toujours très relative, puisque nous avons des clients à la fois PME, collectivités ou grands comptes, et on a certaines PME qui nous disent voilà, j'ai un fichier Excel avec 120 000 lignes, et donc j'ai un projet big data. Donc on traite ce genre de sujet, mais on traite aussi chez Airbus une base de données de 7 milliards de lignes, d'accord, sur lesquelles ils travaillent pour mieux vendre l'Airbus A380 par exemple. Notre outil en fait est à la connexion de pas mal de sujets qui sont à la mode, le big data, mais aussi ce qu'on appelle le data discovery, de la découverte des données, le self-service BI, le storytelling, qui est en fait comment raconter une histoire à partir de ces données. Et tout ça, ça forme du vocabulaire qui est très à la mode ces temps-ci et sur lequel il faut un petit peu essayer d'y voir clair. Donc nous, notre solution, en fait, on la commercialise auprès de PME. On la commercialise auprès de collectivités. Par exemple, ici, vous avez le département des Bouches-du-Rhône qui va utiliser nos technologies, mais aussi auprès de grands comptes tels que Orange, Airbus, le CEA, la Caisse d'épargne, je vois, qui est ici. Donc des gens comme ça, la PAV. Et ces gens-là ont de plus en plus de données. Donc ces données, elles proviennent à la fois de données, ce qu'on appelle structurées, donc ce sont des dimensions, des mesures qui proviennent souvent des systèmes déjà, de systèmes de comptabilité, de systèmes de ressources humaines, etc. Mais de plus en plus, elles proviennent du web, elles proviennent d'autres systèmes que peuvent être la météo, lorsque j'essaie de faire du prédictif, que j'ai des produits à vendre liés à la météo, etc. Donc nous, en fait, on essaye de rassembler tout ça et de le présenter de manière le plus simple, en faisant à la fois de la simulation, de la visualisation, et aussi de permettre aux utilisateurs, en face d'une page web très jolie, avec plein de graphes de toutes les couleurs, etc., de prendre des bonnes décisions. Et ça, c'est vraiment ce qui nous anime. Alors, nous, on est créateur d'un outil que l'on commercialise. Donc pour créer cet outil, on a besoin d'ingénieurs développement, et ce n'est pas obligatoirement des gens qui sont formés au big data, puisqu'on travaille sur des technologies Java. Donc nous, on a besoin de développeurs, on les forme en interne, et on intervient beaucoup dans les écoles, c'est pour ça que je suis très content d'avoir ma voisine. Et deuxièmement, on a aussi besoin de gens qui comprennent le métier de nos clients. Pourquoi ? Parce que nous, on est toujours à cheval entre l'informatique, qui va installer parfois nos outils dans le système d'information, mais les métiers, qui sont eux les utilisateurs de l'outil et qui vont faire l'usage de nos outils.
Voilà. Donc c'est toujours, je pense que l'exemple cité par ma voisine est important, c'est toujours un besoin métier, mais installé par l'informatique. Je dis souvent qu'aux États-Unis, l'informatique est déléguée au métier, alors qu'en France, on a encore cette barrière. Alors, dans certaines sociétés, ça se passe très bien, dans d'autres, il y a souvent des conflits, mais c'est toujours un petit peu Donc les gens aussi que l'on recherche, c'est des gens susceptibles de s'intéresser au métier de nos clients, et c'est souvent très intéressant parce que lorsqu'on discute avec Airbus, avec Orange, qui gèrent des bases de données gigantesques pour les raisons que vous imaginez, voilà, c'est toujours très intéressant, et puis on découvre des métiers dont on ne soupçonne pas l'existence. Voilà. Merci. Donc Laurent Géret de Nodia Group. Donc à l'intérieur de Nodia Group, j'ai en charge l'entité innovation et big data. Donc je suis la personne qui utilise les logiciels produits par monsieur pour accompagner mesdames à développer leurs services et leur innovation en fait. Donc ça tombe bien, hein, finalement, on est dans la relation et on est dans la suite des idées. Donc chez Nodia Group, en fait, on fait ce qu'on appelle le 360 de la donnée. Notre métier, c'est exploiter la donnée. Donc soit l'exploiter avec de la business intelligence, donc des choses qu'on fait déjà depuis de nombreuses années, hein, soit aussi par la partie infrastructure. Avant d'avoir de la donnée, il faut être capable de la créer, hein. Donc aujourd'hui, on a des choses qui s'appellent Internet des objets qui arrivent, qui sont des producteurs de données. Donc nous, on appréhende ces nouveaux outils, on appréhende ces nouveaux créateurs de données, et effectivement, on les met en œuvre chez nos clients. Mais c'est aussi derrière, effectivement, essayer d'être innovant, parce que ce qu'attendent nos clients derrière tout ça, c'est d'être innovant et d'apporter des nouveaux services, de créer des nouveaux business models. Et c'est là que mon entité à l'intérieur du groupe Noda intervient. On intervient en amont des projets, on travaille sur la stratégie d'innovation, mais aussi sur le développement des POC et des prototypes en mode R&D. Alors on a développé chez Nodia un modèle d'innovation qui est basé sur la partie prototype, qui utilise la méthode agile pour prototyper. Le but, c'est de faire rapide, pas cher, dans les temps et le plus innovant possible. Donc cette méthode agile, elle est par itération très courte, et le but, c'est de ne pas lancer des projets qui durent des mois et des mois chez nos clients, mais de s'assurer qu'on se trompe, on a le droit de se tromper, mais qu'on se trompe facilement, rapidement, souvent. Mais c'est ça qui crée l'innovation. Donc c'était un peu ça l'idée, voilà. Et Franck Avenel, donc, je suis le cofondateur de Data Observer, qui est une société d'un peu plus de 20 personnes, essentiellement basée à Marseille. Sur ces 20 personnes, on a une dizaine de personnes qu'on pourrait qualifier de data scientist ou pour partie data scientist. Notre premier métier, en fait, c'est la veille et l'analyse web. Donc au départ, nous travaillons sur des données issues de l'Internet. Si je devais utiliser des verbes d'action pour décrire un peu notre métier quotidien, on va collecter de la donnée, on va nettoyer de la donnée, on va modéliser, on va enrichir cette donnée, la rendre digérable et compréhensible. Autour de ça, compréhensible par le client, par la demande du client, suivant l'axe qui est demandé. On va aussi chercher dans ces données à détecter des modèles, des tendances. Si on reprend les quelques verbes là, dans la littérature, quand on parle de sciences des données, on va retrouver un peu ces verbes nettoyer, modéliser, analyser, synthétiser. Donc, je pense qu'il y a des gens plus à même que moi pour parler de ce terme data scientist, mais nos équipes sont composées de personnes qui travaillent sur ces problématiques. Au tout début, lorsqu'on a commencé cette aventure, les équipes étaient vraiment très distinctes entre la technologie d'un côté et puis les analystes web de l'autre. On a appelé ça curateur, à un moment donné, c'était la mode, dans les années 2012. On parlait de curateur pour les personnes qui sélectionnaient et présentaient la donnée à partir de collectes sur un sujet. Aujourd'hui, ce qui s'est passé avec la complexité des données, notamment sur le web, c'est qu'il y a eu un mélange entre les équipes techniques et les analystes. Tout ça s'est un peu mélangé et on arrive aujourd'hui à ce profil un peu complexe de data scientist qui va mobiliser des statistiques, des mathématiques, une compréhension des problématiques clients, donc une certaine dose de communication, une capacité aussi à gérer des données massives, toute une série de problématiques qu'on a du mal à peut-être représenter sur une seule personne. Donc souvent, dans nos équipes, on a des petits bouts de data scientists
il y a pas beaucoup d'entreprises qui parlent de pizza team, parce qu'il y a des petits bouts de data scientist au sein de l'équipe. Et on cherchait récemment en fait, à recruter une personne qui ressemblerait le plus possible à un data scientist. Et en fait, on l'a trouvé chez une astronome. On a recruté fort récemment une personne qui venait du monde de l'astronomie et qui s'intéressait à la science des données depuis 1 an, mais à titre personnel. Et on a trouvé un profil extrêmement intéressant par rapport à nos problématiques, puisqu'on avait ce profil méthode scientifique, statistique, capacité à construire des algorithmes complexes, à jouer avec la donnée. Et c'est un peu ce témoignage qui était intéressant par rapport à nos problématiques de recrutement que je voulais présenter, sur lesquelles on pouvait échanger sur cette table ronde. Reprendre le micro et tout de suite demander s'il y a une première question dans la salle. Donc je vais essayer peut-être de m'approcher des gens qui voudraient poser la question. Je vais vous embêter pour récupérer mon fil. Voilà. Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui veut intervenir sur les points qui ont été évoqués, ou est-ce qu'on poursuit aimablement la discussion? Pour le moment, pas de questions, pas d'intervention. Si, allez-y. Alors vous pouvez vous présenter si vous voulez, comme ça, puisque c'est filmé, on aura vos coordonnées. Je vais juste donner mon nom, Luc Thomas, et moi j'aimerais savoir quel type de profil vous recherchez justement pour ces activités qui sont assez larges, qui d'un côté sont très techniques avec les technologies du cloud, avec du machine learning, de la statistique, et de l'autre côté une connaissance, stratégie, business, métier de l'autre côté. Donc comment vous arrivez à joindre en fait ces deux mondes? C'est une excellente question. En fait, il n'existe pas de profil. Monsieur a déjà un petit peu commencé à répondre à cette question-là. Il n'existe pas de profil facile à trouver. On ne trouve pas le data scientist qui est bon en mathématiques, qui est capable de faire du storytelling, qui est capable... Non, ça n'existe pas en fait. On peut le chercher tant que vous voudrez. Enfin, celui qui a trouvé, alors, il me le dit, je veux bien l'embaucher, cher. On en reparle après. Non, mais en gros, c'est extrêmement difficile parce qu'avoir une connaissance métier, on parlait des données de la ville de Marseille, il faut des connaissances métiers pour pouvoir appréhender l'ensemble de ces données. En même temps, là, il faut des connaissances scientifiques derrière pour pouvoir imaginer des algorithmes qui peuvent être appliqués. Quand je parle d'algorithmes, mais simplement des méthodes statistiques qui soient déclinables. Celui qui connaît bien la ville de Marseille, il n'est pas forcément très bon en statistiques. Excusez-moi, madame, mais c'est extrêmement rare de trouver ça. Et celui qui est bon en statistiques et qui est capable de raconter l'histoire ou d'expliquer aux gens ou de visualiser d'un point de vue très compréhensible, excusez-moi du mot, mais de vulgariser à l'ensemble de la population les données qu'on a mis en forme, il n'existe pas. Donc je vous ai parlé de 3 profils et en fait il en existe plein d'autres. Il y a le profil qui va être capable d'analyser, donc on appelle le data miner ou data discovery, on a parlé de data discovery, qui va être capable d'aller chercher de la donnée sur des modèles existants, sur des bases de données existantes. Celui qui va être capable de faire de la curation sur le web, sur des modèles non structurés. On va avoir la personne qui est capable, le développeur qui est capable de faire du machine learning, qui est capable d'utiliser la donnée qui a été découverte et qui a été capable de prendre la donnée qui a été crawlée et qui lui va mettre ça un peu dans l'intelligence artificielle. Et il y a celui qui derrière va arriver, qui va faire la partie marketing. C'est pas la partie facile, mais qui va être capable de raconter cette histoire-là. Donc déjà 4 profils, et j'ai fait simple parce que finalement il y en a beaucoup plus que ça. Oui, nous, je vous ai dit qu'on a fait un prototype à la ville de Marseille et on a travaillé avec une entreprise qui a mis ses chercheurs à notre service. Et on a eu la surprise, alors effectivement, personne ne connaissait le domaine de la tranquillité publique, c'était des Parisiens ou pire. Et donc ils ne connaissaient pas non plus le contexte de la ville de Marseille et du territoire. Et malgré tout, on a été épatés par leur façon d'appréhender le sujet. Donc ils avaient travaillé, on va dire, sur l'accidentologie à la ville. Donc ils ont pris des données qui étaient chez nous, ils ont pris de l'historique, ils ont pris des données contextuelles d'Internet. Et en fait, l'équipe qu'on a eue sur ce sujet, on a eu 2 sociologues, donc qui ont vraiment travaillé avec nous sur la partie la compréhension du besoin, compréhension de l'environnement, compréhension de la ville de Marseille. Voilà. Et on a travaillé pas très longtemps, on a travaillé 6 mois, parce que c'était juste un prototype. Donc ça nous a extrêmement étonnés parce que nous sommes des informaticiens, on a l'habitude de faire des spécifications techniques, fonctionnelles. Ça n'a rien à voir. Voilà, ils sont venus creuser, ils sont venus écouter des gens, ils sont allés dans la rue. Donc ça, c'est la première chose qui nous a étonnés, mais bon, on a été bluffés quand même par ce qu'ils ont pu faire. Après, on a eu un mathématicien. Alors, ce mathématicien travaillait plutôt sur les algorithmes prédictifs. On a eu un statisticien qui a fait la même chose, mais lui en statistique. Donc après, y compris, on a pu comparer la prédiction par rapport aux statistiques.
Et c'était pareil, ça a été une découverte, c'est-à-dire que sa prédiction était aussi bonne que les statistiques sur des données qu'on avait depuis plusieurs années. Donc là, on a aussi été assez étonnés. Et après, bien sûr, on avait un chef de projet qui n'était pas une informaticienne, hein, c'était une jeune femme, voilà, chef de projet, pilote, on va dire, de l'ensemble de ces personnalités très différentes. Et après, il y avait des informaticiens normaux qui nous ont présenté sur des interfaces graphiques, des cartes, du SIG. Donc ça, c'était la partie qu'on maîtrisait mieux. Et bon, tout ça pour dire qu'il n'y a pas un profil, que sur un prototype, on a déjà travaillé avec des gens complètement différents, qu'on n'avait absolument pas l'habitude de fréquenter, et qui nous ont présenté des résultats en 6 mois, voilà, assez bluffants. Je voulais juste dire par rapport à ces profils, il y a beaucoup d'écrits, presque un par jour, sur le métier de data scientist, présenté comme le métier le plus sexy du XXIe siècle. Il y a, aujourd'hui, je trouve que c'est assez élitiste la manière dont est présenté le data scientist. On voit dans beaucoup d'articles que c'est 50% des data scientists dans le monde qui ont un niveau doctorat issu des sciences dures. L'interrogation que j'avais, et je vais donc rebondir sur... je vais pas faire de bêtises, sur Eric et sur Dick Dash, c'est que il me semble qu'il y a progressivement une démocratisation du métier de data scientist, notamment à travers des outils qui sont proposés par Dick Dash. Et à tel point que je me demande aujourd'hui, au sein de mes équipes, où j'ai plus des data analystes ou data miners, même si je n'ai pas le contour exact de tous ces mots savants, voilà, peu importe, mais des personnes qui analysent la donnée, qui connaissent bien un secteur, qui savent manier la donnée à un premier niveau, mais qui n'ont pas cette capacité de programmation. Et je pense qu'avec des outils que l'on voit arriver pour data scientist, ce type de profil pourrait monter vers ce qu'on représente comme étant le data scientist. Donc c'est une question. Juste quelque chose, si vous permettez, pour alimenter le débat. Quand vous avez parlé de POC, en fait, c'est assez intéressant à vous dire, on a été étonné du résultat. En fait, l'innovation, elle se crée à la croisée de plein de choses différentes. Et c'est en mélangeant des gens qui viennent d'horizons différents qu'on innove. C'est pas en mettant des gens et la sectorisant dans des silos et qu'on leur dit bah, toi tu vas faire que programmer, toi tu vas faire que calculer et toi tu vas à la fin tu vas faire le nez rouge pour présenter les données que ça marche. En fait, c'est en mettant les gens le plus tôt possible ensemble, en le faisant moi, ce que j'appelle la technique du martien. En posant des questions, et pourquoi tu fais ça comme ça, et pourquoi tu fais pas comme ça, et pourquoi tu fais ça comme ça, qu'on découvre que le sociologue va dire bah oui, bah pourquoi pas, et qui va se poser des questions, et que l'analyste va aussi se poser des questions, et que finalement on va trouver truc. C'est ce qu'on appelle l'effectuation. Et c'est comme ça qu'on innove et c'est comme ça qu'on trouve des trucs. Il n'y a pas de recette particulière de data scientisme derrière. Il n'y a pas de recette particulière. La seule recette qui existe, c'est la collaboration. Je suis tout à fait d'accord et en fait, même si parmi vous, il y a des jeunes ingénieurs ou des gens qui sortent d'école en se disant mais où est-ce qu'il faut que j'aille, ce sujet m'intéresse et où est-ce qu'il faut que j'aille, n'hésitez pas en fait à aller dans des sociétés comme les nôtres parce que je pense qu'aujourd'hui il n'y a pas de recette miracle et c'est aussi votre savoir-être, c'est-à-dire finalement ok, vous avez peut-être un background de développeur, vous êtes peut-être spécialiste en jeux vidéo ou en graphisme et tout ça c'est des éléments et des ingrédients qui vont servir à des projets et surtout dans des petites boîtes comme les nôtres vous allez aussi être très rapidement confronté à des discussions avec des clients et c'est là où vous allez apprendre parce que finalement d'aller discuter avec la ville de Marseille ça va vous apprendre 10 fois plus vite que d'aller faire tous les cours que vous pouvez imaginer que ça soit en réel ou via internet. Donc je dirais que c'est souvent le savoir-être et de s'intéresser finalement au métier, à la problématique, etc. qui vont... les technologies elles évoluent tellement vite que finalement c'est le parti nous qu'on a pris chez Dick Dash, c'est d'embaucher plutôt du junior et de les former plutôt que parce que les technologies dans ce domaine-là évoluent tellement vite qu'il n'y a pas d'équation miracle, quoi. Bon, je me prénomme Alain. Je voulais vous poser une question notamment autour de Smart City. J'ai moi-même dirigé un grand projet de Smart City. Vous ne parlez pas du tout des IoT, de l'interconnexion des objets et de comment vous faites l'acquisition des données. Vous vous situez complètement au-dessus
une fois que les données sont acquises et qu'on fait du big data. Mais il y a toute une phase dans un projet de Smart City où on analyse, on fait l'acquisition des données, des caméras, des licenses, des reconnaissance faciale, etc. Reconnaissance de plaques d'immatriculation, par exemple, surveillance de la cybercriminalité. Tout ça qui permet en fait d'avoir un pool de données et ensuite de faire du big data. Mais comment vous reliez à tout ce monde-là qui est en fait en dessous, qui vous permet de faire l'acquisition de toutes ces données? Je sais pas si Alors, je crois que tu en as parlé un petit peu. Effectivement, à un moment donné, il faut savoir aussi être bon dans son domaine et on ne peut pas tout faire. Surtout vu le développement de l'IoT aujourd'hui, il y a des standards, il y a des technologies, etc. Ça bouge beaucoup. Je pense que dans nos domaines, on est plus au stade où en fait la donnée est récupérée quelque part. Que ce soit dans une architecture big data ou autre. Donc la partie connectique, elle est déjà complexe avec ces éléments-là et ces données. Se connecter finalement avec tous les objets qui sont en train d'émerger, il y a des sociétés spécialisées là-dedans et je ne suis pas sûr que nous en faisions partie. Je suis désolé. Juste répondre sur le Smart City. Alors il se trouve que dans mon passé, j'ai pas mal travaillé sur ce genre de projet aussi. Il existe pas mal d'outils déjà aujourd'hui anciens, très anciens, ça fait longtemps qu'on collecte de la donnée dans les villes déjà. Si vous prenez la partie ticketing sur les RTM, on connaît à peu près qui rentre où et sort où, enfin sans dire les noms des gens, mais en gros le volume, la volumétrie, les horaires à laquelle ça se passe. Donc il y a des tas de données qui existent déjà. Il y a des tas de nouvelles données qui commencent à exister. On parle des smartphones que chacun a dans sa poche. On parle des voitures, des camions qui rentrent dans la ville. Donc toutes ces notions de mobilité. Les vélos qui sont à disposition aussi. Donc les données, elles existent en fait. Et c'est l'opérateur ou l'opérateur de mobilité dans son ensemble, plus l'opérateur local, donc des infrastructures, des bâtiments, etc., qui lui a déjà ses propres données. Je pense que la vraie question qu'il y a derrière, c'est comment on met tout ça en commun. Qui intègre il y a l'intégrateur, celui qui va récupérer, qui va intégrer, là je veux bien le faire, c'est plutôt mon métier à la limite, mais celui qui va donner l'autorisation, et là pour le coup je me retourne vers le pouvoir public, qui va dire moi je suis celui qui est le garant que ça va être anonyme, que ça va être dans le bien des gens, etc. Donc, et qui donne ça et qui permettent d'ouvrir la donnée. Alors, je pense que derrière le Smart City, il y a pas mal de ce qu'on appelle de l'open data. Et donc, du coup, dire, voilà, ces données, elles sont disponibles, prenez-les, intégrez-les, trouvez des nouveaux services qui apportent du sens aux choses et des services aux gens. Forcément, nous, on est parti aussi du principe que ça fait 30 ans qu'on fait de l'informatique à la ville de Marseille. Donc, on a un système d'information qui est vieux de 30 ans avec des données structurées. Maintenant, on a une GED dans laquelle on a tous nos marchés, dans laquelle on a toutes nos délibérations. Donc, ça fait aussi un apport de données énorme. Et puis, nous, on va partir sur du partenariat. C'est-à-dire qu'on a pensé effectivement que sur le territoire, des tas de partenaires, donc ce que je disais, institutionnels ou privés, avec des informations qu'on pouvait récupérer. Donc, on va essayer de travailler sur du partenariat, de conventionner avec eux. C'est-à-dire, prêtez-nous vos données, on les mettra en forme, on va les utiliser et on vous rendra un service que vous n'aviez pas dans notre application. Donc oui, la donnée c'est cher, donc on ne va pas l'acheter. Par contre, on va essayer de jouer sur du conventionnement. Et puis, bon, après, il y a toute la réflexion qu'il y a eu sur la sécurité de données, etc. Donc oui, on dit qu'on va héberger ces données chez nous, qu'on en garantira l'anonymisation, etc. Donc c'est vrai que c'est un aspect, on va dire, qui va faciliter le prêt de données par les autres. Voilà. Et sur la partie objets connectés, etc., au fur et à mesure que ça va arriver, on va récupérer. Mais c'est vrai qu'on va récupérer plus par les métiers. Nous, on est au bout, on est à l'informatique, on va récupérer par les métiers, le bâtiment, etc., qui vont nous donner des données qu'on utilisera à ce moment-là. Merci. D'autres interventions ? Chez Kedge, c'est quel type de données que vous voulez récupérer ? Enfin, qu'est-ce qui vous intéresse dans cette démarche-là ? Par rapport à tout ce que j'entends, nous, on est vraiment au début, ça rejoint un peu ce que vous disiez, mais bon, peut-être pas dans le même domaine.
On voudrait faire de l'analyse de données, mais il faut les récupérer en fait. On en a de partout. Et c'est mon job, c'est de mettre en place un système pour centraliser toutes ces données, pour ensuite passer à la mise en place de tableaux de bord, de KPI, puisque c'est les choses à la mode, enfin ce genre de choses. Mais on ne peut pas se baser sur des données qui sont fausses. Donc tous les gens ici présents travaillent sur leurs données. J'espère pour eux qu'elles sont bonnes. Nous, on n'en est pas là encore. On est en train de mettre en place justement... je travaille avec le service de tous les processus et tous les métiers sont au cœur du projet. On s'aperçoit que les données sont parfois fausses. Pourquoi ? Parce qu'il y a, au niveau du process, le process n'est pas adapté. Donc on travaille énormément en amont. Disons que par rapport à tout le monde, moi je suis vraiment au début, je mets en place un référentiel de données. Et dès que j'ai des données qui sont propres, je les partage. Donc, je rejoins un peu, ce sont des projets qui sont très très longs. Quand on regarde dans la littérature, un projet de mise en place de data management, pour qu'il soit bien fait, c'est 2-3 ans. Je parle bien de la mise en place du projet. C'est très long, c'est très cher, parce qu'il y a des très grosses infrastructures. Donc le deal, c'était quand même d'essayer de mettre en place, je parle au niveau de Kedge Business School, de mettre en place quelque chose où l'utilisateur qui participe quand même à la mise en place de tous ces systèmes puisse voir son retour sur investissement de temps, le voir assez vite. Donc on travaille par briques. Et c'est là où, par rapport à toutes les données qu'on a, on est une école de commerce, donc on a beaucoup d'étudiants, beaucoup d'intervenants, donc on essaie de mettre tout ça ensemble, et on travaille par brique. Donc on commence par la brique apprenant chez nous, et on analyse tout sur l'apprenant. Mais pour en arriver là, on s'assure que les données sont bonnes. Donc on est vraiment en amont. Et là, quand on regarde les besoins métiers, on s'aperçoit que ce sont des gens plutôt communicants, puisque... on va dans les services, on regarde comment ils fonctionnent, on regarde leur métier, on regarde quel est leur processus de récupération de données, et c'est là où on intervient pour le moment, et on essaie de mettre en place tout ça. Et le problème auquel je suis confrontée, c'est pour ça que je vais avoir une discussion juste après, c'est le stockage des données. Parce que je ne sais pas comment ça se passe dans vos différents services partout, mais les données, elles sont un peu partout quand même. Elles ne sont pas... stockés à un seul endroit. Donc pour faire de l'analyse de données, la première chose, c'est de les mettre à un endroit et d'être certaine, on parle de sécurité, on parle de tout ça, donc on est vraiment aux prémices d'un gros projet. Et pour parler encore de Kedge Business School et du data management, ça fait quand même 1 an que je suis sur ce projet et j'ai fait de la pédagogie de données en fait. Pendant 1 an, j'ai parlé de données, de qualité de données, et c'est enfin en train d'émerger. 1 an, voilà. La finalité, c'est quand on nous demande le nombre d'étudiants, d'être capable de le donner. On le sait à peu près, mais on ne sait pas qui est en stage. Il faut aller demander au service des stages qui a sa propre base de données, qui va nous dire, voilà, on a tant d'étudiants en stage. Ce n'est pas instantané. Et là, on voit bien qu'actuellement, les données, on les veut instantanées. C'est là-dessus qu'on travaille, c'est-à-dire le partage de données et d'avoir la donnée instantanée. Est-ce qu'on peut envisager que vous monnayiez un jour ce service-là? Alors là, je parle pour vous, pour la mairie ou pour Kedge. Est-ce qu'il peut y avoir derrière le fait de dire mais telle entreprise peut avoir besoin de ces données-là? Alors il y a des données que je mets en open data, en open source, et puis d'autres qui servent finalement à faire une opération commerciale, ne serait-ce que pour rentabiliser. Parce qu'une question que je pourrais vous poser, c'est quel est le budget que vous envisagez de consacrer à cette opération? Parce que ça doit être quand même assez important. Rien que pour le prototype, vous nous avez parlé de plusieurs personnes qui ont travaillé, donc je pense que c'est pas neutre. Donc est-ce que vous envisagez derrière une sorte de retour sur investissement, on va dire? Dans nos projets informatiques à la ville de Marseille, enfin dans les collectivités, je ne suis pas sûre qu'il y ait du retour sur investissement. C'est un projet d'intérêt public, c'est pour rendre service aux citoyens. Alors, à l'inverse, on a demandé des subventionnements et l'Europe nous a donné un subventionnement, donc ça donne aussi de la crédibilité à notre projet. Oui, c'est un projet qui coûte cher. Bon, ce qui coûte le plus cher, à vrai dire, je pense que c'est les données, ça n'a pas de prix. Et donc, c'est comme ça qu'on va rentabiliser notre projet. C'est avec l'échange de données qu'on pourra faire avec nos partenaires. Si on n'a que nos données, ça ne suffira pas pour faire un projet suffisamment intelligent pour rendre le service qu'on attend d'un projet de big data, de la tranquillité publique. Donc, nous, comment on va monnayer notre projet? C'est en allant chercher les données d'ailleurs, ce qui va nous rendre plus intelligents et qui va nous permettre de rentabiliser notre projet. Voilà. Oui, on peut donner des chiffres. C'est des chiffres qui sont
c'est un peu plus d'1 million d'euros, la première brique, on va dire. Hein, voilà. Et donc on a été subventionné à une très bonne hauteur par l'Europe, sachant que l'Europe subventionne des projets auxquels il croit, qui rentrent vraiment dans les critères de développement du numérique, rendre service aux citoyens. Donc pour nous, c'était extrêmement important d'avoir ce subventionnement. Et bien sûr, ça va nous aider. C'est aussi bien sûr une façon de rentabiliser notre projet. Il y a d'autres institutions qui ont fait ça. Vous appuyez sur des exemples d'autres villes? Alors pas du tout, il a fallu aussi prouver que nous étions les premiers en Europe pour avoir, parce que dans les critères de subventionnement, il y avait l'aspect innovation. Et donc avec cette dimension-là et sur cet aspect-là, vraiment big data et non pas seulement business analyse, là, on était les premiers. Et donc on va certainement innover un peu. Alors il y a dans le monde, bien sûr, ça s'est fait, hein, ça s'est fait à Los Angeles, ça s'est fait à Rio. Enfin, il y a eu plusieurs expériences. Mais en Europe, on est un peu des précurseurs, sachant que nous, donc encore une fois, on a pu acheter l'infrastructure. Donc, les données seront chez nous et on a acheté des serveurs spéciaux pour engranger un grand nombre de données. Et puis, après... voilà, on tourne autour de cette analyse de données énorme qui va nous rapporter, enfin, on pense, en tout cas. Non, alors non, on ne va pas vendre nos données. Enfin, pas que je sache, je ne suis pas dans la confidence. Hein. C'est vraiment en interne et pour pouvoir orienter un peu les stratégies et avoir des chiffres dont on est sûr, quoi. Parce que personne ne le dit, mais la vérité, elle est là. Est-ce qu'on est sûr des chiffres qu'on a? C'est sûr. Et nous, on travaille là-dessus pour l'instant. D'autres interventions, d'autres questions, peut-être plus sur la partie, puisque c'est le but de Made in Job, sur la partie emploi, même si en effet on a défini ces postes de façon très, très, très large. Est-ce qu'il y a des gens qui sentent qu'ils ont ce type de profil? Quels sont les profils que vous recherchez, quoi, okay. Parce qu'on a parlé des PhD du MIT, mais il n'y a pas que ces gens-là qui trouvent des jobs là-dedans. Donc, est-ce que vous pourriez élaborer un petit peu sur le type de profil ou de gens qui ont des profils connexes qui pourraient venir vous aider éventuellement? Et sous quelle forme? Alors, en ce qui nous concerne, hein, et une fois encore, on est dans un métier de fabricant d'un logiciel. Nous, on cherche des gens qui proviennent de Miage, par exemple, ou de Master 2 en informatique, développement logiciel, qui proviennent de Lumini, d'Avignon, etc., en fait, en local. Et c'est l'essentiel des profils de nos développeurs. Et une fois encore, un développeur, il évolue, il devient après... On a beaucoup de tâches dans une entreprise comme la nôtre, qui est une start-up, en fait. Hein. Ça va de sortir la poubelle à animer au niveau sportif l'activité. J'exagère un peu, mais c'est ça aussi. Mais surtout, c'est finalement, il y en a qui sont plus enclins à vouloir parler anglais, il y en a qui sont plus enclins à travailler sur des problématiques de prédictif, donc s'intéresser aux statistiques, et il y en a qui sont plus enclins à faire du graphisme parce qu'ils adorent les jeux vidéo et donc ils vont plus travailler sur des modules graphiques, et il y en a qui seront très orientés base de données et qui vont travailler sur des bases de données NoSQL, sur les technologies Hadoop et choses comme ça. Donc je dirais qu'il n'y a pas de profil type. Une fois encore, je mets en avant le savoir-être et la volonté d'avancer, d'apprendre et de s'intéresser au sujet de nos clients. Enfin, ce qui nous concerne, ce sont des salariés, parce qu'en fait, toute la technologie est propriétaire, appartient à DigDash et a été développée à 100% en France, sans nearshore ou offshore. Ça fait partie de nos préceptes de base. Nous, on est une entreprise de service, donc effectivement, alors là, il y a une base minimum qui est effectivement d'avoir fait des études plutôt longues, pas forcément PhD, encore que les PhD de l'Université de Marseille nous intéressent aussi. Mais oui, Bac plus 5 en informatique ou en marketing. Donc le sens, il est large. La bonne base, mais vous avez parlé de savoir-être tout à l'heure. Je pense que ça, c'est la première base d'avoir. On est une société de service, on rend des services à des clients. Donc la première des premières bases à avoir, c'est avoir le sens du service. Donc c'est avoir le sens du service, vouloir rendre service aux gens, vouloir faire des choses avec d'autres, avoir le sens du collaboratif, et effectivement avec une base derrière d'école informatique ou d'école de marketing ou d'école de commerce
ou d'études longues en recherche et développement. Juste sur les profils qui ont déjà été cités, avec cette petite différence, c'est qu'on a toute une partie d'analyse humaine au final assez complexe des données collectées. Donc on va aussi avoir des profils de sémiologues, de linguistes, dont certains vont vers la technologie, ce qui est assez amusant. On a des profils extrêmement vastes, mais après sur les profils techniques, c'est ce qui a déjà été dit. On est sur des profils type Bac+5 ou pas. D'ailleurs, on a un jeune qui vient d'arriver, il n'est pas là, qu'une bombe, un petit jeune, voilà, mais qui a une dynamique et qui a une envie qui fait qu'il va extrêmement vite dans l'intégration, dans la compréhension de nos problématiques, dans la formation aussi à nos outils, parce qu'il arrive avec une méconnaissance en fait de nos outils, de nos technologies, mais une appétence pour plonger dedans qu'on a pu repérer au cours d'entretien. Voilà. Mais il y avait effectivement, c'était pas le profil Bac+5 qu'on pouvait envisager, mais il y avait une telle dynamique, une telle envie que on fonce dans ces cas. Ça reste extrêmement rare, mais c'est vrai qu'il y a les comètes. Bombes, comètes, c'est extrêmement rare. Non, mais c'est difficile à détecter en fait. Effectivement, qui n'ont pas du tout un profil Bac+5, qui ont commencé à développer ou qui ont commencé à faire des choses chez eux dans leur garage. Il y en a qui s'est amené à fonder Apple, mais il y a aussi des gens qui développent des choses dans leur garage ou qui font des choses dans leur garage qui sont extrêmement intéressants et qui sont très difficiles à détecter. Alors, du coup, c'est vrai qu'on part sur une moyenne en disant s'il a Bac+5, il a le minimum du truc, mais on est complètement ouvert effectivement à des gens qui n'ont pas forcément Bac+5 et qui ont envie de rendre du service et qui ont développé des choses ou des compétences, des appétences sur des sujets particuliers. Il nous reste 2 minutes si vous avez une dernière question à poser. Est-ce que quelqu'un a envie d'intervenir pour clôturer cette table ronde? Bon, on a parlé de comètes et d'astrologues, donc il y a déjà une d'astronome. Ouais, d'astronome. Oui, c'est ça, d'astronome. C'est bien ce que je voulais dire d'ailleurs. Alors, monsieur, allez-y. Recrutement en alternance. Je répète la question pour la captation. Alors, attendez, prenez le micro. Oui, on recrute en alternance relativement peu parce que l'alternance et le stage dans certaines écoles nous permet pas d'aller chez nos clients. Mais du coup, nous, on les intègre dans nos équipes de R&D généralement. Mais oui, on recrute en alternance. J'ai par exemple sur Lyon en ce moment un stagiaire qui est parti sur un cursus de Bac+5 dans une école qui s'appelle Epitech, qui est en 2e année seulement, qu'on a pris en alternance parce qu'il fait partie de ces comètes dont je parlais tout à l'heure, où depuis 12 ans, il développe du PHP et il fait des trucs étonnants. D'ailleurs, je l'ai vu la semaine passée expliquer à un consultant senior qui avait 45 ans et qui était passé sur tous les langages et était en train de lui expliquer comment il fallait faire du PHP, comment se mettre les trucs en ordre et tout. Donc oui, bien sûr, évidemment. Après, au profil, on cherche des gens un petit peu qui ont envie, quoi. Pour vraiment terminer, le fait qu'on soit une place forte en matière, j'allais dire un peu de hard, de big data, avec des très grands acteurs ici à Marseille, c'est quelque chose qui compte, ou bien vous, vos activités, le problème c'est tout est dans le cloud, donc la proximité des grands data centers n'est pas quelque chose d'important. Il y a une dynamique un peu marseillaise liée au fait qu'on a aussi ici des grands acteurs des data centers. Ces acteurs sont connus maintenant et il y a le label French Tech autour du territoire, etc. Bon, nous, c'est un peu particulier parce que nous avons des obligations en termes d'administration, de garder les données chez nous, en tout cas en France. Donc pour l'instant, c'est encore un peu compliqué, mais oui, je suis sûre que ça joue et que toutes les startups qui sont autour de ce sujet s'appuient dessus, évidemment. Non, moi je dois faire on a une problématique, on essaie de la résoudre, voilà. Donc Marseille ou pas Marseille, je pense que pour nous c'est la même chose. Par contre, ça permet de faire de belles rencontres. Alors nous, c'est encore plus particulier puisque en fait, le projet a été initié aux États-Unis et est arrivé à Marseille par Provence Promotion qui avait développé quelque chose qui s'appelle Home Sweet Home, qui en fait va chercher des entrepreneurs basés aux États-Unis et qui doivent rentrer pour des raisons de papier ou d'en avoir marre d'être aux États-Unis et qui, en fait, lorsqu'ils se retrouvent à la Défense ou à Levallois-Perret ou à Rueil-Malmaison, ont un petit choc psychologique après avoir passé quelques années en Silicon Valley ou à Boston ou ailleurs.
Et donc c'est comme ça qu'on a débarqué en fait à Aix. Et en fait on est très content parce que d'une part on est quand même dans un environnement où on trouve les profils que l'on recherche. Deuxièmement, on n'a pas de turnover, ce qui serait pas obligatoirement le cas si on était basé à Paris. Et troisièmement, je pense que la culture de la boîte basée à Marseille dans nos genres de technologie, en fait, ça devient on est presque, les gens ont presque nous envie d'être ici, les grands comptes parisiens ou même à l'international. Il y a une vraie, maintenant, la notion de créer des startups ici a une vraie valeur et beaucoup plus reconnue que ce que je l'ai connu auparavant il y a quelques années, quoi. Voilà. Moi, je vais pas dire non, je vais pas dire oui, je vais dire oui et non. Oui et non, après avoir passé un peu du temps dans la Silicon Valley, en Chine et ailleurs, il fallait se poser quelque part. Donc moi, je me suis posé en Savoie. C'est pas vraiment Marseille. Et ceci dit, plus sérieusement, Marseille, c'est une ville qui est vraiment dynamique. Vous avez parlé de la dynamique de French Tech. Bon, il y a d'autres villes qui le font, bien évidemment, mais il y a un vrai dynamisme à Marseille sur le sujet, avec des lieux totems qui ont été mis en place, avec donc une vraie dynamique de start-up qui a été mise en place. Les start-up créent l'innovation. Ce n'est pas les grands groupes qui créent l'innovation. Hein. Excusez-moi s'il y a des grands groupes, mais ce n'est pas les grands groupes qui créent l'innovation, c'est les start-up. Donc être présent là, au milieu des start-up, c'est effectivement une vraie dynamique. Moi, j'aurais du mal à dire non, puisque en fait, Data Observer est issu de toutes les filières d'accompagnement local. Donc, on a démarré à l'incubateur Belle de Mai qui est au-dessus. Après, on a poursuivi par un autre programme, puis on a intégré la pépinière, puis des programmes régionaux pour accélérer la croissance. Donc oui, c'est oui et oui alors, de mon côté. Et il y a une vraie dynamique de fait de ce parcours. Merci de vos applaudissements pour nos intervenants. Et puis donc, je pense que vous pouvez discuter un petit peu avec eux si vous le souhaitez. On va laisser la place en effet à d'autres conférences, mais Made in Job se poursuit et vous avez de nombreux stands qui vous attendent. Merci, bon après-midi.